Dans ce journal, nous parlerons du rejet de la demande de liberté provisoire de Hama Amadou introduite au niveau de la Cour de cassation. Ensuite, dans cette édition, nous évoquerons la marche organisée aujourd'hui par le SINASEB afin d'interpeller le gouvernement sur la situation des enseignants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que la Cour de cassation a rejeté ce matin la demande de mise en liberté provisoire du président du Modern FA Lumana, Hama Amadou. La Cour a déclaré irrecevable la requête à la grande déception de la défense de l'accusé. Hassan Saleh Mustafa pour le compte-rendu. C'est avec un sentiment de déception que les avocats de Hama Amadou et les militants et les sympathisants du Modern FA Lumana ont quitté la salle d'audience de la Cour de cassation qui a déclaré irrecevable la demande de la mise en liberté provisoire de Hama Amadou ce mercredi. Une demande introduite par les avocats de l'accusé incarcéré dans la maison d'arrêt de Filangué relativement à l'affaire dite de supposition d'enfants. Une affaire particulière pour les juges nigériens, déclare l'avocat de Hama, Maître Sole Umaru. C'est la première fois au Niger, dans les annales de l'histoire judiciaire nigérienne, qu'il y a eu des poursuites pour supposition d'enfants. C'est la première fois. Ce qui fait donc c'est une infraction qui pose problème à pas mal de spécialistes du droit. La deuxième chose, nous sommes partis du fait que lorsque Hama Amadou a été arrêté à l'aéroport international de Niamey, le mandat d'arrêt avait été donc exécuté par la gendarmerie, déposé entre les mains du procureur de la République de Niamey, qui l'a transmis à la Cour de cassation. Et au moment donc où le mandat a été exécuté, nous avons fait un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel qui s'est déclarée compétente et avait demandé au tribunal de Niamey de dire oui ou non, est-ce que Hama est coupable des faits qu'il soit reproché. En même temps, la Cour de cassation a été saisie à ce qui concerne les incidents, la compétence. La deuxième question que nous avons également posée, c'est la question du mandat d'arrêt, où le juge ne l'a pas reçu. Donc la question de la détention. Et tous ces points-là, nous avons porté devant à la connaissance de la Cour de cassation du Niger, et qui était donc saisie du dossier au moment où Hama Amadou a été donc arrêté après le rapport de Niamey. Sur cette base-là, avant qu'on ait notre demande, nous sommes assurés que le mandat de dépôt est bel et bien arrivé à la Cour de cassation de Niamey, du Niger, et qu'il a été versé au dossier. Et la règle que nous connaissons, c'est que le juge de la détention est le juge de la liberté. Et sur la base des textes, des articles 135 alinéas 1er et 2 du Code de procédure, qui dit que c'est la juridiction saisie qui connaît la liberté. Et quand n'importe quelle soit la procédure, on peut introduire une demande de liberté provisoire. C'est pourquoi nous sommes venus devant la Cour de cassation. Elle nous a répondu non, c'est plutôt l'alinéa 3 de l'article 135 du même article que nous citons qui est applicable. Et de ce cas, on doit aller devant le juge du fond. Et nous attendons maintenant de voir l'arrêt en main pour savoir quel est le juge du fond que la Cour de cassation va nous désigner. Outre Hama Amadou, plusieurs autres personnes avaient été incarcérées dans les maisons d'arrêt avant qu'elles ne recouvrent leur liberté provisoire. Ensuite, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base hausse le ton pour exiger du gouvernement la prise en compte de sa plateforme revendicative. Et cela a pris forme dans une marche effectuée par les enseignants de la place Toumou à la place de la concertation. Michel Deji et Sadoumi pour le reportage. Ce sont au total 16 points de revendication qui sont à la base de cette marche des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base qui ont décidé à travers cette manifestation de faire monter leur voix pour se faire entendre. La principale raison de la manifestation de ce matin est relativement au refus du gouvernement, en tout cas d'écouter les préoccupations des enseignants, à plus forte raison pouvoir les régler. Il vous souviendra que depuis un bon moment, le SINASEB a engagé un mouvement de contestation pour demander au gouvernement le règlement urgent de certaines préoccupations, notamment la transparence dans le recrutement à la fonction publique, l'adoption
création d'une grille salariale et d'un statut particulier pour les enseignants, la réhabilitation de l'ensemble des enseignants du spécial A et B et surtout des enseignants qui ont été révoqués en dehors de ça illégalement. Vous avez également la question relativement à la sécurité au niveau de la région de Difa, où aujourd'hui nous avons des camarades qui sont laissés à eux-mêmes, nous avons des camarades qui ne sont pas protégés, alors que tous les services au niveau de cette région sont protégés par la FDS. Et bien nous avons demandé au gouvernement de créer les conditions pour pouvoir en tout cas envoyer des sécurités, des forces de défense et de sécurité aux alentours de ces établissements pour le bon déroulement du système éducatif. Dans les maillons de ce chapelet de revendications, le SINASEB a également placé le paiement à terme échu des pécules des enseignants, l'annulation de toutes les affectations arbitraires à l'échelle nationale, l'ouverture dans un bref délai des recrutements au titre de l'année 2015 et le départ pur et simple de leur ministre de tutelle et celui de la fonction publique auquel il reproche une mauvaise application des critères de recrutement. Le ministre de la fonction publique est le seul responsable du désordre que vous avez constaté dans le recrutement. Aucun critère n'est respecté dans ce processus de recrutement. Camarades, au moment où nous avons 476 enseignants qui depuis plus d'un an atteignent leur numéro matricule, vous avez suivi avec nous la publication d'une liste sans passer par la présélection, sans passer par la sélection, une liste qui était sortie directement avec les matricules. Nous avons interpellé et nous avons demandé à la Harcia d'investiguer au niveau de ce ministère. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Au niveau de la région de Zender, la ministre de l'enseignement primaire a ordonné la révocation de certains enseignants. Tenez-vous bien, des enseignants qui aujourd'hui sont accusés d'avoir des diplômes qui ne sont pas conformes à l'enseignement. Au niveau du SINASEB, nous nous posons la question à savoir qui a recruté ces enseignants. Ce ne sont pas eux-mêmes qui sont venus, ce n'est pas le SINASEB qui les a recrutés, c'est le même gouvernement qui les a recrutés et le gouvernement va s'assumer. Aussi, pour montrer son mécontentement face au non-respect des engagements pris par le gouvernement dans les différents accords signés en amont, le BEN SINASEB a appelé tous ses militantes et militants à un arrêt de travail de 48 heures pour les jeudis 10 et vendredi 11 décembre 2015. Le ministère des Enseignements et l'Union des étudiants et élèves des instituts et écoles professionnelles ont trouvé un terrain d'entente par rapport au point de revendication de l'UEPTN. Les deux parties ont signé un protocole d'accord ce matin. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Soumaïl Abdoulaye. S'achemine-t-on peut-être vers la fin des perturbations de cours dans les instituts et écoles professionnelles de Niamey? Ce mercredi, les responsables du ministère en charge des enseignements supérieurs et ceux de l'Union des étudiants et élèves des instituts et écoles professionnelles du Niger, UPTN, étaient sur la même table. Objectif, signer le protocole d'accord relatif aux revendications de la plateforme de l'UPTN qui comporte 7 points. Du premier point, la suppression totale de la contre-signature des diplômes par le ministère de l'enseignement supérieur. La contre-signature des diplômes de licence et de master par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est maintenue. Du point 2, la publication de toutes les décisions octroyant des bourses aux étudiants en master avec un rappel de paiement. Du point 3, le respect des règles en matière de transfert de bourses. Du point 4, le paiement de la bourse de vacances dans l'immédiat. Du point 5, la fermeture de tous les instituts et écoles supérieures qui ne répondent pas aux normes. Du point 6, le respect des engagements de l'État vis-à-vis des écoles. Du point 7, la dotation de l'UEPTN en véhicules. Le ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation a été représenté par le directeur de cabinet du ministre qui a posé sa signature sur le document. Ce protocole vise à répondre à certaines revendications que les étudiants de ces institutions ont eu à poser à notre département ministériel. Et le protocole reflète l'engagement des deux parties à respecter autant que faire se peut le convenu entre les parties. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Asman Abdou, féliciter tous les participants
pour les négociations longues, mais bien menées dans l'intérêt des deux parties. Ce protocole d'accord est l'aboutissement des 3 jours de négociations que nous avons menées avec le comité chargé de négocier avec les partenaires sociaux mis en place par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Il faut le dire que ça n'a pas certes été facile, mais nous avons fini par nous comprendre et nous venons de signer le protocole d'accord. Pour amener les autorités à prendre en compte leurs revendications, des étudiants et élèves des écoles et instituts professionnels de Niamey étaient dans les rues de la capitale le 19 octobre dernier, où ils ont tout cassé et brûlé sur leur chemin. Une manifestation suivie des vagues d'interpellations des scolaires, dont le secrétaire général de l'UPTN, Nassirou Moukela. Une déclaration a été rendue publique aujourd'hui par le bureau exécutif national de l'Association nigérienne pour la défense des droits humains ANDDH concernant la situation socio-politique, économique et sécuritaire du Niger. Cette déclaration est lue ici par le vice-président de l'ANDDH. Le BEN ANDDH constate avec regret que le consensus dégagé au lendemain des premières élections générales de la 7e République s'est effrité au fur et à mesure que s'installait une gouvernance caractérisée par l'intolérance, le clientélisme au sein de la classe politique, la cupidité ambiante, la corruption, le favoritisme et les pratiques politiques déloyales qui faussent le jeu démocratique. Certaines libertés fondamentales, notamment la liberté de presse et la liberté de manifestation, ont connu une nette régression, caractérisée par de multiples brimades et incarcérations, voire des violences sur des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions par les forces de l'ordre, dont l'usage excessif de la force à l'occasion des manifestations est devenu coutumier. L'actualité brûlante que représente le processus électoral en cours nous donne l'occasion à cette étape du dit processus de réitérer notre appel à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans l'organisation ou la gestion du processus pour que les scrutins à venir soient conduits dans le respect strict des règles du jeu électoral et de la démocratie en respectant les droits du peuple nigérien à choisir librement les hommes et les femmes, tous les hommes et toutes les femmes qui croient légitimement pouvoir gérer le destin des Nigériens avec honnêteté, intégrité, désintéressement, équité et la paix de cœur et d'esprit dans l'union de tous les Nigériens fraternellement engagés dans la construction de notre pays, de la justice et l'indépendance de la justice. Mise à mal par la classe politique, par les multiples intrusions du politique dans les dossiers judiciaires, les critiques adressées par des personnalités politiques aux groupements politiques, aux corps judiciaires et décisions de justice qu'il convient de traiter au risque de ruiner l'édifice qui conditionne la viabilité même de l'État et du vivre ensemble, du droit à la vie. Ces dernières années ont été marquées au Niger par des atteintes récurrentes au droit à la vie, liées tantôt à l'insécurité dans l'est du pays, créées par les attaques répétitives de la secte Boko Haram, les victimes se comptant par centaines, tant dans les rangs des forces de défense et de sécurité que dans les populations civiles. Du droit à la santé. Si l'année 2015 a mis à nu les faiblesses du système de prévention des situations épidémiologiques, à l'image de la situation vécue pendant l'épidémie de méningite, ou devant la carence de l'État, de nombreuses couches vulnérables ont dû s'en remettre à Dieu pour échapper à la maladie. C'est au quotidien que l'on vit cette carence dans les maternités ou certains centres hospitaliers du système éducatif délicat. Si l'on peut créditer le gouvernement d'avoir construit des infrastructures scolaires pour atténuer les souffrances des jeunes élèves exposés aux intempéries, la gratuité de l'école jusqu'à l'âge de 16 ans promise par les autorités en place
reste encore un objectif à atteindre. Pire, le niveau scolaire connaît à tous les échelons une décadence inquiétante. Les revendications sociales, souvent non satisfaisantes, et les programmes inachevés, qui en sont souvent le corollaire, démontrent que ce secteur n'est pas dans les priorités des autorités, malgré les discours tenus qui présentent le système éducatif comme la clé de voûte du développement du pays. La situation des droits économiques et sociaux, c'est aussi les recettes douanières que se refuse d'encaisser l'État par favoritisme, toutes choses bannies par notre Constitution. On peut épuiser la question des droits économiques et sociaux sans évoquer l'exploitation honteuse de nos ressources minières par des sociétés comme Areva, qui, dans un rapport de force à peine voilé, aspire les ressources du sous-sol nigérien dans le cadre d'une convention que les autorités elles-mêmes sont gênées de porter à la connaissance des citoyens nigériens. Demain, jeudi 10 décembre, sera célébrée la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rendu public un message que je vous propose de suivre. Cette journée fut retenue par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 423 afin de promouvoir auprès de toutes les nations la Déclaration universelle des droits de l'homme en tant qu'idéal commun à atteindre par tous les peuples épris de paix et de justice. L'agenda en 2 points est simple, vivre à l'abri de la peur et du besoin. Pourtant, en dépit des luttes menées et des immenses efforts consentis, le chemin parcouru dans la poursuite de ces objectifs reste bien en deçà de l'horizon à atteindre. C'est sans doute pour cette raison que le thème retenu cette année, pour commémorer cette date historique de la marche des hommes vers l'affirmation de la dignité humaine est « Nos droits, nos libertés toujours ». Ce thème rappelle à tous que la vie en société doit reposer toujours et partout sur ses valeurs et qu'il est un devoir pour chacune et chacun de promouvoir et de protéger tous les droits et pour tous en nous inspirant au quotidien de cette déclaration. Mesdames et messieurs, notre pays, le Niger, pleinement conscient de l'immensité du défi, poursuit, sous le leadership du président Issoufou Mahamadou, chaque jour un peu plus, sa marche hardie dans la conquête d'espaces de liberté et de droits toujours plus ouverts, afin que chaque Nigérienne et chaque Nigérien vive à l'abri de la peur et du besoin, ce à travers des institutions fortes et des politiques publiques ambitieuses, tant au plan sécuritaire qu'économique et social. Mais la question des droits et libertés est loin d'être l'affaire des seules institutions d'un État. Elle interpelle chaque citoyenne et chaque citoyen. En effet, la promotion et la protection des droits humains suppose un engagement quotidien et responsable de chacun. C'est pourquoi j'invite tous les Nigériens à s'investir individuellement et collectivement dans l'œuvre de promotion et de protection des droits humains partout et toujours, car quel que soit l'engagement du gouvernement, ces efforts ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Le chemin à parcourir est encore long, mais nous y parviendrons à force de conviction et de détermination. Le gouvernement, quoi qu'il arrive, restera toujours attentif aux aspirations de liberté et de justice de l'homme, où qu'il se trouve, et continuera en tout état de cause travailler au bien-être des populations nigériennes. Le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. En cette veille d'anniversaire, j'en appelle donc à tous pour des actions et des comportements responsables et porteurs d'espoir pour renforcer les droits humains dans notre pays. Oui, chaque acteur a un rôle à y jouer et une responsabilité à assumer. C'est ainsi que se consolidera l'état de droit au Niger, le but ultime de toute société démocratique. Nous le devons pour nous-mêmes et pour la postérité, car de ce qui est fait aujourd'hui dépendra l'avenir des générations futures. L'hôtel Solux de Niamey a abrité ce matin une conférence relativement au lancement du programme Un monde sans faim, se rapportant à la sécurité alimentaire dans notre pays. L'initiative est du ministère fédéral allemand pour la coopération et le développement économique. Compte rendu Nasser Antofo et Ibrahim Abdou.
Un monde sans fin, un nouveau programme de prévention des crises alimentaires initié par la Fondation Konrad Adenauer, dont l'objectif global est d'amener les décideurs politiques à l'échelle nationale et locale à réagir rapidement aux facteurs pouvant engendrer des pénuries alimentaires et prendre des mesures de réaction efficaces. On a lancé une initiative qui s'appelle Un monde sans faim, et dans le cadre de cette initiative, on va d'abord aussi analyser les causes de la faim dans la sous-région. Deuxièmement, on va y mettre en dialogue les initiatives de la société civile, du gouvernement et aussi les chercheurs. On va organiser des ateliers régionaux, locaux et aussi transfrontaliers pour qu'on mette toujours en dialogue toutes les forces qui s'occupent du problème de la faim. Comme ce n'est pas toujours seulement un problème scientifique ou des chercheurs, mais c'est toujours aussi un problème politique. Pour atteindre cet objectif, une synergie d'action est attendue à cette rencontre. On aimerait bien du côté de la Fondation avoir un discours engagé avec tout le public sur ce thème. On aimerait bien deuxièmement aussi que les informations qui existent déjà sur les solutions contre la famine qui soient encore diffusées de plus en public. Et troisièmement, qu'on y ait peut-être aussi les solutions politiques après, qui sont trouvées dans la concertation entre le gouvernement, entre l'opposition, entre la société civile. Ces programmes, appuyés par le ministère fédéral allemand pour la coopération et le développement économique, s'étalera sur 2 ans. Le stade général Séné-Kountché a abrité ce matin un atelier de validation de l'avant-projet de décret de loi sur la protection sociale et de la charte multi-acteurs sur la protection sociale vers la mise en œuvre de l'axe 5 de la politique nationale de la protection sociale du Niger. Une rencontre organisée par la coordination nationale du Protexo Niger avec l'appui du ministère de la Population et de l'Oxfam. Le résumé avec Adam Soumana et Chef Guisso. Cette rencontre entre acteurs intervenant dans la protection sociale au Niger vise à valider l'avant-projet de décret de loi y afférent à la question ainsi que sa charte. 2 documents qui seront passés au peigne fin par l'ensemble des participants en vue de doter le pays d'un instrument réglementaire digne de ce nom pour la protection sociale. L'idée était partie effectivement comment nous pouvons accompagner les efforts du gouvernement. Dans ce cadre, donc, nous avons fait un certain nombre d'ateliers avec des experts, c'est-à-dire les directeurs de législation des ministères techniques et des institutions pour nous aider à peaufiner le projet de décret que nous avons initié. Pourquoi nous sommes en train de le faire? Quand on fait l'analyse de la situation au Niger, on regarde qu'il y a des risques et des vulnérabilités. Il y a près de 48,7% des Nigériens qui sont vulnérables et qui courent des risques. Et dans ce souci, nous avons réfléchi, on avait essayé de voir quels sont les risques liés à l'environnement ou la vulnérabilité liée au changement climatique. Nous avons essayé aussi de voir, il y a des vulnérabilités et des risques liés au cycle de vie, aux handicaps et même à la vieillesse. Et l'autre aspect, vous savez que les services sociaux de base couvrent une large part assez élevée de la population et nous avons essayé d'inventorier aussi dans ce décret d'application les risques et les vulnérabilités liés aux services sociaux de base, santé, éducation, habitat décent, transport, pour voir aussi les personnes qui sont handicapées, comment le faire. Une initiative de la coordination nationale de la plateforme des organisations